Dans la matinale, entre 7h et 9h30. Présenté par Luc Ngacha, Nadine Gadem, Mireille Chimi et Black Oya le Métis. Et nos invités sont déjà avec nous. On a justement Monsieur Patrick Sapa qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Luc, très ravi de revenir ici sur ce forum de débat, surtout où il faut dire tout sans fioriture. Il faut abreuver le peuple de la vérité afin qu'il puisse avoir des lucioles dans la compréhension de son environnement. On a à nos côtés Monsieur Takolonko Bertin. Bonjour et bienvenue sur les antennes d'ABK Radio. Bonjour Luc, je suis très satisfait d'être là sur cette tribune. Monsieur Patrick Sapak, à la faveur de l'ouverture des travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat, Monsieur Cavaillé-Guédibril et Merceniat Dufendi ont encore dénoncé la cabale internationale contre le gouvernement ayant rappelé la souveraineté de l'État du Cameroun. Vous, ça vous a intéressé ? Oui, il faut déjà dire, parce qu'il faut bien faire attention avec le vocabulaire et le sens des mots. Le Cameroun n'est pas un pays souverain, et je l'explique rapidement. La souveraineté, c'est l'auto-administration d'un peuple par lui-même en considération de ses seuls intérêts. C'est la pleine capacité, la pleine responsabilité de l'information, d'organisation, de décision, d'action, d'évaluation, de contrôle et de sanctions. Et pour prolonger sur le plan économique, lorsque un pays acquiert son indépendance politique totale, il acquiert immédiatement sa politique monétaire. Parce que c'est cette politique monétaire qui permet de maîtriser la banque centrale, les banques commerciales et tous les circuits financiers pour financer les projets issus du génie qui sommet en le peuple désormais libre. Donc, vu sous cet angle-là, le Cameroun ne peut pas être souverain, tout en reconnaissant à côté qu'il y a une interdépendance des nations, parce que toutes les nations ne peuvent pas avoir toutes les ressources, et donc à ce niveau-là, il faut calibrer ce qu'on appelle souveraineté. Et puis quand c'est Cavaillé qui dit, ou bien c'est Niad Dufendi qui parle de souveraineté, eh bien, je vois là des néocolons, et il faut bien revoir le vocabulaire dans le subconscient des jeunes générations. La souveraineté n'est pas seulement économique, elle est aussi politique, elle est aussi représentative. Mais je conviens avec vous que pour qu'on puisse arriver à une réelle souveraineté, c'est-à-dire une indépendance véritable, il convient également, dans cette dynamique, qu'il y ait une véritable politique monétaire qui permettrait que nous soyons à même de battre notre monnaie. Dans ce sens-là, le panafricaniste qu'il est définit un angle de traitement qui peut être apprécié d'une manière ou d'une autre. Donc vous nous dites tous les deux, vous entendez sur la question, le Cameroun jouit d'une souveraineté partielle, pas d'une souveraineté totale. Bien sûr, vous ne pouvez pas parler de souveraineté totale quand vous ne contrôlez pas la monnaie. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes véritablement souverain quand, quelquefois, votre politique intérieure est nuancée ou dirigée ou orientée par les autres. Alors, Monsieur Sapak, vous dites aujourd'hui que le Cameroun n'est pas un pays souverain, n'en déplaise par exemple à ceux qui nous le disent. Pour être souverain, faut que le Cameroun ait sa propre monnaie. Mais est-ce que c'est évident aujourd'hui d'avoir sa propre monnaie? Il va falloir par exemple affronter un peu le diktat de la France. Bien évidemment, écoutez, la liberté, ça ne se donne pas. Elle s'arrache, la France elle-même, avant d'être un État souverain, a dû combattre. Vous connaissez l'histoire. Donc, nous avons des combattants qui ont perdu la vie dans ce pays pour l'existence du Cameroun. Oumniobé a battu dans le palais de Amadou Ahidjo le 13 septembre, la nuit du 12 au 13 septembre 1958. C'est pas en brousse comme l'histoire le raconte qu'il a été abattu. Il a été abattu dans le palais après une conversation entre De Gaulle et Ahidjo. Donc, parce qu'on lui a fait une dernière proposition qui s'occupe seulement de la zone Bassa et qui laisse le reste du Cameroun tranquille. Alors, il leur a opposé ça. Il dit, écoutez, dans la structure de pouvoir de l'UPC, qui est le parti nationaliste, il y a là-bas, tout le monde n'est pas que Bassa. Vous avez Moumié, par exemple, qui est Bamoun. Vous avez Wandie, qui est de l'Ouest. Vous avez Belkingé, qui lui aussi est du littoral, mais père Bassa. Vous avez Sende Afana, qui est Betty. Donc, ce ne sont pas que les Bassa. Nous combattons pour l'indépendance totale du Cameroun. Et là, je ne peux pas accéder à ce type de demande. C'est comme ça que De Gaulle demande à Idio de ne plus trop le garder là-bas, il faut le liquider rapidement. Les gens qui ont assisté au peloton d'exécution, il y avait mon grand-père de Batouri dans la KDI, il m'a présenté les images et j'ai les vidéos. Lorsque je trouverai cela opportun, je vais diffuser à la conscience nationale et internationale. Il y a 4 éléments pour garantir la souveraineté d'un État. Il y a la sécurité extérieure, c'est la diplomatie et la défense nationale. Il y a la sécurité intérieure, c'est la police et la loi. Il y a la justice en 3e ressort qui doit jouir de toute sa compétence et de toute son autonomie sur le plan endogène avant de se soumettre aux juridictions supranationales et internationales pour des cas précis. Et il y a les finances publiques qui sont ramassées dans la collecte des impôts et le contrôle des marchés financiers. Aucun pays au monde, je répète, aucun pays au monde ne peut contrôler les 4 que je viens de citer
sans avoir le contrôle de sa politique monétaire. Alors le Cameroun est dans ces blocages structurels-là. Et quand les gens sortent, ils vous disent au peuple, non, je vais changer, le franc CFA contient en lui-même les germes de l'inhibition au développement. Donc les gens s'y sont essayés. Abdoulaye Wade, par exemple, il a fait beaucoup de littérature là-dessus. Une fois qu'il est arrivé, il a trouvé la réalité des dossiers. Il s'est abstenu. Après, il s'est fendu en conjecture en disant vraiment, le franc CFA, c'est comme le sida. Et le sida, même, il y a des perspectives. Mais le franc CFA et les jeunes générations sont condamnées à devoir payer cette lourde dette-là. Il n'a rien fait. Il est parti du pouvoir comme un rat. Sur la forme, vous avez totalement raison. Un pays ne peut pas se développer en s'asseyant ou bien en ayant le socle sur une monnaie qui dépend d'un autre État. Ça, c'est une vérité. Cheikh Anta Diop et les autres l'ont savamment développé. Mais qu'est-ce qui fait problème également l'a savamment développé dans ses différentes publications. Dans le cheminement qui permettra au Cameroun un jour d'être totalement indépendant, il va falloir qu'il y ait d'abord des réformes structurelles qui permettront à ce que nous ayons une économie prospère. Et quand je parle d'économie prospère, je parle d'abord du tissu industriel interne. Je parle de la bourgeoisie nationale et non pas comprador, qui serait à même de mobiliser des ressources, de créer de véritables industries et non pas des épiceries comme je vois maintenant, pour qu'on ait une base industrielle véritable qui permettrait à ce que notre monnaie sur le plan international ait une véritable base. Pourquoi est-ce que la France a intérêt à ce que nous ne sortions pas du franc CFA? Mais c'est clair, et vous êtes très intelligent parce que vous posez des questions pertinentes. La France est vierge comme une fille qui vient de sortir du ventre de sa mère en termes de ressources. Alors pour exister, elle a besoin des ressources africaines. 4 des 5 ampoules qui sont allumées en France le sont à travers l'uranium du Niger. Donc pour gérer une monnaie, il faut déjà un nationaliste, un panafricaniste dans la chair qui ne vit que son pays. Et donc pour mettre en place les réformes structurelles, les réformes dont il parle, je suis absolument d'accord. Mais il faut savoir partir sur les substrats clairs. Parce que si vous dites tout de suite que non, je vais faire les réformes avec le franc CFA, je vous ai dit à l'entame que le franc CFA détient en lui-même les ingrédients de l'inhibition au développement. Parce que les gens parlent du franc CFA, ils ne connaissent pas ce que ça veut dire. Il y a des piliers sur le franc CFA. Garantie monétaire. La garantie monétaire, c'est que sur nos importations, lorsqu'on est en mal de devises, la France va nous fournir le nombre de devises possible. Il faut dire que la devise, c'est la monnaie étrangère. Donc, si nous n'avons pas assez de devises, la France va nous fournir des devises. Elle-même ne parvient pas à gérer le social là-bas, mais ils sont capables d'aller prendre les devises à gauche pour nous les prêter. Ça, c'est une première dérive. Donc, il y a la concentration de ces devises-là dans un compte unique des opérations de 15 États, vous comprenez? Et aucun chef d'État en Afrique francophone ne connaît la quantité d'envois qu'il a dans ce compte-là, parce qu'on met juste un plus sur une exportation. On ne dit pas exactement ce qu'il y a là-dedans. La France sait que si elle laisse faire dans cette histoire-là, elle va ramper au sol comme un lézard. Donc elle ne laissera pas sortir le Cameroun du franc CFA. Il y a une réalité. Puisqu'on va sortir de ces questions. Oui, on sort de la question, mais je dis qu'il y a une réalité qu'il ne faudrait pas oublier. En fait, pointer le doigt accusateur uniquement sur la France, comme si tout venait de la France. Je ne l'ai pas dit, il faut faire très attention avec ça. Je suis en train de dire ceci. Certes, c'est la France qui aujourd'hui bat cette monnaie, contrôle cette monnaie, assure sa circulation. Mais il faut également savoir que quand vous dites qu'il faut d'abord créer la monnaie avant d'opérer les réformes structurelles, c'est un peu comme si vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Pas du tout. Parce qu'en réalité, si vous avez une économie qui est faible, si vous avez une balance commerciale qui est déficitaire, si vous avez une production interne, qui ne vaut, parce que en réalité aujourd'hui le Cameroun produit quoi? Alors vous voulez donc partir d'une monnaie sans assise pour avoir quelle valeur? Je l'ai dit et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous puissiez me comprendre. La valeur d'une monnaie est à l'image de l'économie d'un pays. Je rappelle que le ministre des Finances a bien déclaré que le franc CFA n'a aucun problème. D'ailleurs, le Cameroun est très content d'avoir le franc CFA pour monnaie. D'ailleurs, même nos dirigeants, nos gouvernants le disent tous les jours. Le franc CFA est une bonne... Même certains opposants. Voilà, ils disent que le franc CFA est une bonne monnaie. Dans tous les cas, on laisse la question tomber puisqu'on est pratiquement d'accord. Vous êtes pratiquement d'accord sur la question. Mais une chose sur laquelle peut-être vous ne serez pas d'accord, ce sont les marches du MRC, les marches de samedi dernier. Vous avez vécu ces différentes marches à Yaoundé qui ont encore conduit à des arrestations. On parle de plus de 200 individus militants du MRC. Monsieur Taku Lonkwo, vous êtes militant du MRC, militant très engagé d'ailleurs. Bientôt du RDPC. Bientôt vous serez au comité central. RDPC. Oui, bientôt vous serez au comité central. Si c'est un vœu qui soit réalisé.
Alors, mais ce sont vos amis du comité central qui arrêtent les gens du MRC et les envoient en prison. Oui, les arrestations, cette question elle est trop importante pour que nous l'abordions avec autant d'aisance. Le MRC a cette capacité, c'est normal qu'il marche. Moi, si j'étais même dirigeant, j'aurais même permis qu'il se mette à courir. C'est un droit. Parce qu'après la marche, on peut courir. Alors, je pense que c'est un droit. Mais ce droit est quand même canalisé par l'administration. Il faudrait que ces marches n'aient pas une incidence sur l'appareil sécuritaire, sur la sécurité des biens et des personnes. Et c'est à ce niveau, et c'est à ce niveau qu'il y a une brèche qui ouvre à la discussion parce que on dit un encadrement administratif, mais rien n'est prévu, il n'y a pas de détails pour savoir quelles sont les conditions. Quand un sous-préfet, quand une autorité administrative décide d'interdire un mouvement comme celui-là, il se base sur quel élément précis? On dit atteinte à la sécurité de l'État, on dit risque sécuritaire et autres. Est-ce qu'il y a des éléments précis qui pourraient permettre à une autorité administrative de le faire? Ça, c'est une autre interrogation. Mais je dis qu'en se basant sur la Constitution, les militants du MRC ont le droit de marcher. La Constitution garantit l'encadrement des expressions des oppositions. Ça, c'est dans la Constitution. Alors, on ne va pas, au nom des ambitions politiques démesurées, décider de mettre un terme à une marche. Peut-être qu'on sent que dans la stratégie du parti, ce parti-là veut peut-être dire au peuple, voici, alerter le peuple parce qu'il y a des blocages ici à gauche, à droite. On lui refuse systématiquement de manifester. Et je rappelle que le régime de manifestation est déclaratif au Cameroun. Ce n'est pas un régime d'autorisation. L'État en a fait un régime d'autorisation. À cause de l'objet, si vous vous levez pour dire nous allons encourager le chef de l'État à rentrer dans les grandes ambitions, à réaliser ces grandes vos histoires de concepts là, eh bien, on va vous encadrer. On va même vous encourager avec quelques billets d'argent. Mais si une marche peut participer à détériorer la paix et la stabilité ou la sécurité du Cameroun, il est de bon temps que l'administration, par exemple, s'interpose. Il faut déjà parler de la paix. J'entends parler de paix à gauche, à droite. Les gens n'ont pas expliqué ce que la paix veut dire. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre et l'absence de conflit. Ça, c'est la conséquence de la paix. L'absence de guerre et l'absence de conflit. La paix, c'est la constance et la permanence de la justice. Ça veut dire qu'on ne peut pas être en paix si on ne peut pas manger, si on ne peut pas se soigner, si on ne peut pas s'éduquer, si on ne peut pas s'exprimer sans avoir à faire aux fourches codines de la répression aveugle et démesurée. Il faut s'écouter. Je vous ai dit que les soulèvements, les rébellions et toutes les crises que vous avez vues un peu partout, c'est souvent le résultat de la cristallisation des frustrations. Et il faut écouter les autres parce que nous sommes tous Camerounais, non d'une pipe. Nous avons 3600 Camerounais, pour rester avec les chiffres officiels, qu'il faut multiplier par 4 avec l'expérience qu'on a. En zone anglophone qui sont partis, nous avons dans les forces de sécurité plus de 1600. Il faut absolument écouter les autres. 1850. Voilà. Dans mon propos liminaire, j'ai pris la peine de vous dire qu'en réalité, le fait de systématiser les refus, c'est là où il y a problème. Mais je dis également que dans certaines déclarations, vous constatez que l'objet et l'itinéraire de la marche ne sont pas respectés. Ça, c'est la réalité. Bon, maintenant, permettez qu'on évolue. S'il y a déjà refus systématique, comment est-ce que l'objet doit être respecté, ça veut donc, je veux donc dire que vous donnez l'occasion à l'administrateur d'interdire la marche. Mais puisqu'il a déjà interdit avant même que la marche ait eu. Suivez. Quand je prends un exemple, je suis sous-préfet. Vous demandez à manifester, je vous l'autorise. Oui, mais non. Premier cas de figure dans le sous-préfet n'autorise pas les marches. Permettez. Permettez. Oui, je l'autorise. Oui. Vous le faites, vous marchez. OK? Oui. Vous ne respectez pas ce que vous avez vous-même déclaré. Très bien. La prochaine fois quand vous reviendrez, est-ce que je vais avoir le courage de vous donner cette opportunité-là? Prenez-moi un exemple. Non. On ne refuse pas. Marcher, c'est une liberté. Mais ne donnez pas l'occasion à ceux qui administrent de s'appuyer sur votre demande pour dire non à la manifestation. Et je vais chuter en disant à mon ami panéliste qu'en vérité, je ne suis pas dans une situation d'inconfort. Au contraire, je suis encore dans ma zone de confort. Je suis encore dans ma zone de confort intellectuel. Pour dire que mes idées ne dépendent d'aucun parti politique. Et j'ai tenu à dire au début que je parlais en tant qu'intellectuel. Un intellectuel qui a pris la peine et qui a pris le courage d'adhérer à un parti pour lequel il partage les idéaux, pour lequel il défend les idéaux. Est-ce que vous êtes au fait, par exemple, des différentes tortures que les militants ont subies pendant ces différentes arrestations? Est-ce que vous êtes au fait de cela? Et quel est le regard que vous portez sur ces différentes tortures? À chaque fois qu'il y a une atteinte à l'intégrité physique, il est tout à fait normal que l'on décrit la situation, que l'on dénonce ce comportement. Mais comment comprendre cela pour des gens qui veulent simplement marcher pour dénoncer un certain nombre de faits, marcher pacifiquement, qui ne sont pas armés, que ces gens subissent des exactions de toutes sortes? S'il y a eu des cas de torture avérés, je les dénonce.
Vous savez qu'il y a S'il y en a eu. Vous savez qu'il y en a eu. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de preuves avérées à mon niveau qu'il y a eu des cas de torture avérés. Mais si ça a été le cas, à quelque niveau que ce soit, je les condamne fermement et de la dernière énergie. Adair, le vice-président du barreau français, qui d'ailleurs a fait une publication. Il a essayé de voir M. Kamto Kondengui alors qu'il avait reçu toutes les autorisations avec son équipe. Ils étaient venus d'ailleurs à la faveur du congrès du barreau camerounais, mais il n'a pas pu rencontrer Kamto parce qu'il a été systématiquement refoulé. Vous avez peut-être entendu cette information. D'ailleurs, il a parlé d'une entrave justement aux droits fondamentaux des détenus. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Mais je vous ai à délivrer ce que j'en pense. Je veux dire, c'est une grosse imbécilité. Il parlait tout à l'heure de la politesse. Être imbécile, ce n'est pas une insulte. C'est un qualificatif. C'est une grosse imbécilité que de présenter à la communauté internationale une glissade comme celle-là sur le plan de la préservation des libertés publiques. Alors, lorsque vous sortez, vous dites on ne veut pas d'ingérence, on ne veut pas ceci, on ne peut pas... Il faut que la potabilité dans vos actes politiques soit installée pour que les gens n'aient pas à vous donner tort dans votre démarche. Donc, la démarche du MRC est une démarche politique. Et donc, quand c'est une démarche politique, on répond avec des arguments politiques. Alors, en répondant à des arguments politiques, on ne se sert pas de la loi pour faire du mal aux autres. Et parce que la loi couvre tout le monde. Mais le MRC, mais je vous pose une question, M. Sapak, vous êtes de l'opposition. Mais le MRC, justement, en s'opposant systématiquement aux décisions justement de l'administration, veut marcher contre la loi. Non. Le MRC ne marche pas contre la loi. Le MRC cherche à déstabiliser quand même le Cameroun. Nous sommes en politique, vous comprenez? J'ai cambré. Il y a 3 modes de dérégulation. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Oui, vous avez dit ça. Ça. Donc, quand on est là-dedans, tout le monde est tenu de respecter la loi. Il n'y a pas que les opposants qui doivent respecter la loi. Berton disait tout à l'heure qu'il y a une systématisation du refus. Mais force revient toujours à la loi. Force revient à la loi pour tout le monde. Ça n'est pas totalement pour l'opposition. La force revient, ça commence par le chef de l'État. Il doit être le premier à respecter la loi parce qu'il incarne la loi. Vous comprenez? En tant que première institution de la République. Et donc, à ce niveau, ce n'est pas pour dire que le MRC danse parce que ce qui est en train de se passer là, c'est par rapport à une élection qui s'est produite. Je ne suis pas d'accord avec la démarche électorale du MRC, mais je reste sur les principes pour être d'accord avec les marches. Il faut laisser les oppositions s'exprimer. Lorsque vous rentrez à Kondengui, vous avez 4800 prisonniers, ça a enflé avec les 200 qui sont entrés l'autre jour. Il y a 800 places disponibles. La promiscuité, là-bas, c'est terrible. Quand une organisation des droits de l'homme va entrer là-bas, ils vont aller faire ce rapport, vous allez dire qu'ils sont en train de s'ingérer, n'est-ce pas? Et le comportement qui montre la mauvaise image à l'opinion internationale, c'est bien les gouvernants. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 4800 prisonniers à Kondengui alors qu'il y a 800 places disponibles? Simplement parce que les mandats de dépôt ont été transformés en comptoirs commerciaux pour les magistrats, les avocats et tout le monde qui intervient dans la chaîne. Vous comprenez? Mais c'est pourquoi? Parce qu'il y a un ministre de la Justice qui est laxiste et qui ne comprend certainement rien de tout ça. Et parce que le chef de l'État, qui est le patron de la magistrature, s'est dessaisi de ses responsabilités. On ne parle pas de Paul Biya parce qu'on a un problème avec Paul Biya. On a un problème avec le président de la République, c'est notre président. Vous comprenez? Et donc, lorsqu'on est président, on incarne les institutions, on doit avoir un comportement potable. Et on n'était pas obligé d'aller dans une élection alors qu'en zone anglophone, il était en train de perdre ses compatriotes. Vous comprenez? C'était ça la priorité. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la sortie de l'ancien ministre Titus Sezoua, qui a dit que je ne veux pas aller dans cette affaire-là parce que une partie du territoire est en balle. Par respect pour nos compatriotes, on ne va pas aux élections parce que les élections ne sont pas la panacée. Vous voyez, quand vous prenez vos exemples, à chaque fois, c'est des exemples qui vont dans le sens de dire rien ne marche. Alors Laurent Esto, il n'y connaît rien. Quand vous dites qu'il n'y connaît rien, permettez-moi. Bien sûr. Il ne s'y connaît pas. Oui. Ça veut donc dire que j'espère que vous connaissez au moins son cursus. Non, et que vous savez qu'en tant qu'administrateur, il a quand même les éléments d'ordre intellectuel et des éléments liés à son expérience lui permettant de gérer ce ministère. Mais quand vous, sur un plateau, vous dites que personne ne maîtrise rien et que vous n'avez rien contre la personne de Paul Biya, mais vous avez des choses à dire au président de la République. Bien sûr, puisque c'est le président. Ça peut aussi être une manière. Je vous relance, monsieur. Je vous relance, monsieur Takolo. Vous qui êtes l'ami de ceux qui sont au comité central et de ceux qui gèrent ce pays, jusqu'où justement les gouvernants qui sont jusqu'où les gouvernants sont prêts à aller pour empêcher systématiquement justement les marches du MRC, notamment de l'opposition camerounaise? Je n'ai pas un boule de cristal qui vous dire que ça va aller jusqu'à tel niveau, mais en tant que patriote, je pense qu'il va falloir à un moment donné que les différentes parties s'accordent. Il va falloir que les différentes parties s'accordent parce que même ceux d'en face qui voudraient à tout prix
qui est peut-être une solution qui va dans le sens de leur intérêt, qu'ils sachent qu'on ne peut pas aspirer à gérer un État à partir de rien. On gère un État sur des acquis. On a beau critiquer le régime en place maintenant, toujours est-il que demain, il y a un autre régime qui va s'installer. Ce régime qui viendra aura besoin des acquis de l'État d'avant. Donc on ne part pas sur rien. Il y a des bases sur lesquelles les deux parties doivent reposer leurs idées pour voir dans quelle mesure penser au Cameroun de demain. Si je vous dis que demain ou dans un mois, le MSC par exemple prendra le pouvoir, non, ce serait aller trop vite en besogne. Mais voilà. je pense que pour un parti qui s'inscrit dans le sillage des fondamentaux de la démocratie, le MRC a intérêt, en tant que parti républicain, à recourir à des méthodes de conquête du pouvoir pacifique. Ça, c'est le moyen, par exemple, des élections. C'est vrai qu'ils me diront que non, il y a des réformes à faire. Et les CAM, il y a. Et les CAM restent ouverts aux réformes. Et oui, je vous le dis, et les CAM restent ouverts aux réformes. Et le gouvernement en lui-même n'est pas figé dans ses positions. Lorsque la crise anglophone s'est déclenchée, j'étais en prison. Emprisonné pendant 30 mois pour une action où j'étais parfaitement innocent. Et la bataille de l'opinion, je l'ai gagnée parce que ce n'était pas la bataille juridique. Vous comprenez? Et donc j'étais dans une inhibition opérationnelle parce que je ne pouvais pas agir. Mais j'ai observé, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai appris énormément de tout ce qui se passait là-bas. Et j'avais très mal. C'est ça qui a failli me tuer en prison. Vous comprenez? Donc, les anglophones, je préfère le déclarer immédiatement, ont raison du début à la fin dans ce dossier. Maintenant, je ne parle pas des bandits, des filous qui enlèvent des gens, qui vont demander des rançons. Je reste sur les revendications normales. Donc, ils ont raison du début à la fin. Parce que Yaoundé veut régler un problème qui tire ses origines de l'histoire en esquivant l'histoire. Il y a beaucoup de littérature qui ont été faites. Et j'aime bien quand Bertin convoque la littérature que les gens ont faite sur un ensemble de concepts. Et bien, beaucoup de littérature ont été faites sur cette question anglophone. Et pour que les jeunes générations comprennent pourquoi la crise anglophone, parce que c'est ça le vrai problème. L'interprétation diverse du diagnostic, parce que lorsque vous posez le mauvais diagnostic, vous allez appliquer la mauvaise thérapeutique. Rapidement, je cambre sur Oumniobé en 1952. Il se rend aux Nations Unies. Lorsqu'il est devant l'Assemblée des Nations Unies, c'est en conformité avec le titre 7 de la Charte des Nations Unies qui précise que ce sont les Nations Unies seules qui accordent à un pays occidental la tutelle d'un pays en développement et pour que ce dernier soit amené jusqu'à son autonomie par ce pays tutélaire. Et c'est encore les Nations Unies qui mettent un terme à la tutelle. C'est pour en conformité donc avec ça que Oumniobé se rend aux Nations Unies. Il ne part pas en France parce que le Cameroun, soit dit en passant en ce moment, est sous la double tutelle britannico-française. En vérité, la question anglophone, je la vois autrement. Je vois le problème au Cameroun un peu comme lié à une centralisation du pouvoir exécutif. C'est ça. Gravier disait dans le cadre de Paris que Paris crée autour d'elle ce qu'on appelle le désert parisien. Il y a un développement centralisé et il n'y a pas de répartition, d'équilibrage tout au long de la périphérie. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui au Cameroun, les Camerounais ont besoin qu'il y ait une véritable décentralisation. Cette décentralisation peut ne pas se présenter sous la forme actuelle. Elle peut aller jusqu'à sillonner les contours de la fédération. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, les contrées lointaines estiment qu'il y a un peu comme une sorte de délaissement du pouvoir central. On a comme l'impression que tout est concentré à Yaoundé et qu'en dehors de Yaoundé, les autres pôles ne vivent pas. Donc, il faut transmettre aux autres structures les plus éloignées du pays une certaine polarité du pouvoir, ce qui permettrait également qu'il y ait ce qu'on appelle un véritable développement régional. Et en ce moment, on ne serait pas en train de résoudre le problème anglophone, on serait en train de résoudre le problème du Cameroun. Parce que le problème du Cameroun, c'est la répartition des richesses. Ben, pour être tout à fait complet, je veux juste 30 secondes. On va revenir sur la question parce que je vais voyager, vous savez ça. 30 secondes, je demande à la clémence de la régie. 30 secondes pour dire qu'effectivement, il a raison. Maintenant, les anglophones, après ce djombaïsme en 1961, ont mis en place une façon de se gouverner. Ils ont créé le port de Tico qui leur permettait d'évacuer leurs marchandises vers l'extérieur.
l'intérieur. Il y a le port de Yoké qui leur permettait d'être abreuvés sur le plan de l'énergie. Ils avaient la marketing board, c'est ça qu'Aïdjo allait calquer pour créer l'ONCPB pour la commercialisation de leurs produits de base. Ils avaient la PWD de Bamenda qui permettait de régler les problèmes de fissures sur le plan du réseau routier. Ils avaient la House of Chiefs qui permettait de vérifier les lois qui allaient partir de la Fédérale Assemblée. Et ils avaient la Civil Service pour contrôler le profil de carrière des fonctionnaires. Ils n'avaient pas de problème. Donc, ils étaient en train de se fondre dans ce moule du parti de l'administration fédérale. Et finalement, ce qui crée problème aujourd'hui, c'est l'article 7, alinéa 3 de la Constitution fédérale, qui précisait, qui interdisait toute intention de toucher à la forme de l'État sous réserve d'une nouvelle assise entre les deux entités, comme le fait le cas. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'avant les indépendances. Nous avons terminé. Dans la matinale, entre 7h et 9h30. Présenté par Luc Ngacha, Nadine Gadem, Mireille Chimi et Black Oya le Métis.